Un opposant historique à Notre-Dame-des-Landes fait son entrée au gouvernement. Nicolas Hulot est le nouveau ministre de la Transition énergétique. Du côté des ailes pour l'Ouest, pas de changement, les feux restent au vert et les travaux doivent démarrer dès que possible. A contrario, les opposants attendent la mise en place de la médiation indépendante, promise pendant la campagne par Emmanuel Macron. Hulot a déclaré clairement qu'il était opposé à l'aéroport pendant toute une partie, mais qu'à partir du moment où il y avait une consultation, et que cette consultation était favorable au projet, il fallait aller jusqu'au bout. Et je redis une nouvelle fois aux opposants qu'ils respectent la démocratie, qu'ils respectent la justice et qu'ils partent maintenant dans le calme et la bonne humeur si possible. On sait que Nicolas Hulot était persuadé comme nous que le projet de transfert est un mauvais projet. On sait qu'évidemment, il est comme beaucoup d'autres, il est perturbé par la question de la consultation qui a eu lieu l'année dernière et que donc, son arrivée ne peut pas signer d'un trait la fin de ce dossier. Mais du coup, nous avons l'espoir que la médiation dont Emmanuel Macron a promis qu'elle serait mise en place puisse être honnête et permettre enfin une véritable transparence sur les points qui restent opaques dans ce dossier. À Trignac, les électeurs sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche pour le deuxième tour des élections municipales partielles. Les 3 listes sont qualifiées, mais les 2 listes de gauche ont décidé de fusionner pour faire barrage au maire sortant soutenu par le Front National. Jean-Michel Naga. Chez Claude Aufort, c'était la dernière ligne droite hier, la dernière ligne droite avant le dépôt de sa liste pour le deuxième tour de l'élection partielle. Le candidat PS est arrivé en tête dimanche dernier, mais avec un taux d'abstention de 46%. Il y a beaucoup d'abstentions, il y a seulement 200 voix d'avance. Alors c'est toujours bien de les avoir en avance. On se disait qu'on ne pouvait pas prendre le risque d'un retour d'abstentionniste sur le deuxième tour. Il fallait faire la fusion pour sécuriser en fait la sortie en fait du maire actuel. La fusion avec la liste proche du front de gauche menée par Dominique Maëvins, un mariage de raison pour barrer la route au maire sortant David Pelon soutenu par le Front National, et cette étiquette FN est au cœur de la campagne. Ça pèse toujours, forcément, mais c'est bien dommage. Il faudrait plutôt gérer, au lieu de regarder les gens, il faut regarder ce qui est fait sur le terrain, le programme. On élit des gens avant tout sur un programme. L'étiquette politique joue évidemment par rapport à ce qu'on peut avoir comme appartenance, mais l'important c'est aussi le terrain. À mi-mandat, les clés de la mairie seront donc remises en jeu dimanche. Après la surprise de 2014, la gauche entend bien récupérer ce bastion. La start-up SensorWeck travaille sur un nouveau produit. L'inventeur du réveil olfactif va lancer un appareil qui permet de mieux dormir la nuit. Le reportage de Rémi Guilevic. Ce nouveau produit devrait être en vente d'ici la fin de l'année. Le but d'Oria est simple, permettre de mieux dormir. C'est une capsule qu'on met dans le produit. Cette capsule-là va se loger dans le produit et la nuit va diffuser un parfum relaxant pour favoriser l'endormissement et favoriser le sommeil. Il faudra tout de même compter 99 € pour se le procurer, un prix identique au réveil olfactif, écoulé déjà à 15 000 exemplaires. Mais comme le justifie son créateur, un bon sommeil n'a pas de prix. Rencontre avec Marie Auger qui expose au Temple du Goût. L'artiste nantaise travaille sur les mémoires de la guerre 39-45. Elle rend hommage ici à des enfants juifs victimes des nazis en les faisant revivre à travers la sculpture, la peinture, la céramique et même le film d'animation. Benoît Balti. Les enfants d'Isieux, c'était 44 enfants qui ont été sur ordre de Klaus Barbie le 6 avril 1944, tous arrêtés. Et donc, ils étaient juifs, ils venaient de toute l'Europe. Ils ont été transférés sur d'abord Lyon-Montluc, ensuite Drancy et ensuite à Auschwitz où ils ont tous été gazés. En essayant de réactiver leur présence, j'ai essayé de signifier que ça avait été des vrais enfants, de chair et d'os. Et donc j'ai fait un montage avec 44 petits tableaux qui présentent à l'intérieur des châssis des petites dents de lait,
des mèches de cheveux d'enfants, des jeux qu'ils auraient pu toucher. Ces enfants ont un savoir à nous transmettre dans ce qu'ils ont été de l'enfance en tant que petits humains et dans ce qu'ils ont vécu du sacrifice en fait. Voilà, donc c'est interroger nos limites sans jugement parce qu'on ne sait jamais finalement de quel côté on aurait été. On espère de tout cœur qu'on aurait été au bon endroit, mais finalement on ne peut pas forcément tellement le prédire cette chose-là. Pour une journée de lutte, il faut se visibiliser et attirer l'attention des personnes non concernées qui ne vivent pas au quotidien l'homophobie ou les problèmes de transphobie sur les problèmes qui peuvent être celles des personnes concernées et en quoi chacune à notre niveau, on peut faire quelque chose, on peut être un allié ou on peut rejoindre le mouvement comme on veut. C'est une journée dans l'année qui est donc journée internationale, journée mondiale comme on veut l'appeler, qui va vraiment être pour sensibiliser à cette cause, à tous les problèmes qu'il peut y avoir autour. Et c'est pas juste en partant du constat tout simplement local ou localiste, c'est le fait que plus il y aura d'événements autour du monde, plus ça pourra essayer de mobiliser des gens autour du monde, de faire changer les consciences. Donc par exemple on fait un die-in sur les personnes qui sont massacrées en Tchétchénie, donc c'est pas quelque chose de nantais mais ça reste quelque chose d'humain tout simplement. Alors on a, oui, dans les ateliers, on a la marche des privilèges, on a des ateliers, des témoignages d'homophobie, de transphobie à la fac. On aura une scène d'homophobie ordinaire qui est animée par SOS Homophobie. Nous, on aura des quiz des droits et des infographies pour sensibiliser aux enjeux trans. Le but aussi, c'est que les associations se connaissent aussi auprès des Nantais et Nantaises. Et il y a aussi le but aussi de sensibiliser encore que l'homophobie, la biphobie, la transphobie est encore fortement présente dans nos territoires. Et là aussi, c'est aussi un but aussi de sensibiliser aux droits encore, qui est encore nombreux à obtenir, notamment pour les personnes trans. Ça reste assez marginal, mais ça arrive de par certains professeurs qui enseignent certaines choses où on a eu des signalements notamment sur des profs de psycho qui rapporteraient l'homosexualité encore une maladie, à des complexes d'Oedipe, à des choses comme ça. L'année dernière, on a eu une étudiante qui nous a dit qu'elle avait été victime de lesbophobie directe d'un enseignant de TD parce qu'elle était allée à l'hôpital pour voir sa copine qui s'était pété la jambe. Donc l'enseignant a dit parce que vous êtes lesbienne en plus, vous n'avez vraiment rien à faire en droit. Donc ça arrive quand même. C'est aussi ça, c'est d'être présent au quotidien pour dire aux gens que autour d'eux, il y a des gens qui sont là pour les écouter. Donc c'est regrouper ça, voir ce qu'on peut faire. S'il y a des procédures qui doivent être faites, soit au niveau administratif, pour faire des saisies ou quoi que ce soit, on essaye de passer par les associations étudiantes représentatives.